Jij wil vous causer du nouveau délire économique mondial qui pointe son nez. On a assez capté les grandes lignes de ce nouveau délire, on kiffe bien les profils de gros bonnets pour checker le tableau bla. J'ai failli dire une image plus sombre. Tout n'est pas sombre, mais c'est plus vaste. C'est un aperçu, si vous voulez, de ce qui se passe dans le monde au cours des 30, 40, 50 dernières années, selon la façon dont on compte. Nous avons été impliqués dans ce qu'on appelle le capitalisme néolibéral, ou si vous préférez, le capitalisme mondial. Et voici ce que cela signifiait réellement suite à la Grande Dépression et à la Seconde Guerre mondiale. Le capitalisme mené par le secteur privé a eu une nouvelle chance de reconstruire après la guerre, de tenter de se redresser après la Grande Dépression et de connaître une nouvelle phase de croissance, ce qui fut le cas. Dans les années 1970, cette phase de croissance commençait à avoir du mal à se maintenir, ce qui n'est pas inhabituel dans l'histoire du capitalisme en tant que système. Il est motivé par des phases de croissance. Mais après les années 1970, la phase de croissance a pris une forme inhabituelle, alors qu'auparavant le capitalisme s'était étendu de la Nouvelle-Angleterre au Midwest, du Midwest à l'extrême ouest et de toutes ces régions au sud des États-Unis. Après les années 1960 et 1970, la prochaine phase de croissance du capitalisme s'est faite hors du pays, vers l'Asie surtout, mais aussi vers d'autres parties de ce qu'on appelle désormais le sud global. Il y avait plus d'argent à gagner là-bas. Les salaires y étaient beaucoup plus bas. La protection de l'environnement moins présente. Et des gouvernements partout désireux de fournir des emplois à leur population et des entreprises américaines, tout comme les entreprises européennes et japonaises, désireuses d'avoir accès à des main-d'œuvre succès, désireuses d'avoir accès à d'énormes marchés asiatiques, et c'est ainsi que la mondialisation néolibérale s'est installée. Un nombre considérable d'emplois ont été transférés des anciens centres du capitalisme, l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, le Japon, vers les nouveaux centres dynamiques, la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. Un processus remarquable de croissance explosive. Et dans cette situation, nous vivons avec les résultats de ce processus. Le premier résultat, un évitement de l'ancienne classe ouvrière dans les anciens centres du capitalisme. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que les emplois ont disparu. Les emplois qui ont disparu en premier, disons, des États-Unis, étaient les mieux rémunérés. Les emplois syndiqués, les emplois en usine, où les luttes des travailleurs aient permis de construire des moyens de subsistance décents pour les gens. C'est là qu'il y avait le plus de gains en termes de profit si vous pouviez déplacer cette production vers la main-d'œuvre bon marché dans d'autres parties du monde. Nous avons donc perdu nos aciéries, nos usines automobiles, notre production d'aluminium, toute l'industrie de base du pays. Pourquoi? Parce qu'il était rentable pour les capitalistes de déménager et ils l'ont fait. Et la classe moyenne s'est effondrée. Les emplois ont disparu. De travailleurs industriels bien rémunérés. Vous êtes devenu un employé d'accueil mal payé chez Walmart, etc., etc. Les inégalités se sont accrues parce que les 10% qui détiennent toutes les actions ont réalisé tous les gros profits et la masse de la classe ouvrière a subi un véritable coup dur parce que ceux qui sont en Amérique ont dû concurrencer la main-d'œuvre moins chère en Chine, en Inde, et nous en connaissons tout le résultat. Et cela a eu un effet supplémentaire. Cela a créé des puissances capitalistes en dehors des États-Unis, de l'Europe et du Japon, ce qui n'avait jamais été vu auparavant. La Chine, surtout, mais aussi l'Inde, le Brésil et d'autres émergents. De sorte que les anciens centres capitalistes occidentaux ont un nouveau centre dynamique qui les concurrence. Il s'agissait de développements très nouveaux. L'une des choses que cela a provoqué, c'est une recrudescence des mouvements ouvriers militants. Sans surprise, ils réagissaient aux temps difficiles que les classes ouvrières rencontrent les uns à les autres, partout dans le monde. Même en Chine et en Inde, en raison de la transformation soudaine des populations agraires en classes ouvrières industrielles, cela bouleverse toujours la vie des gens, cela crée toujours des tensions. Et en Occident, la disparition des emplois, la disparition de la classe moyenne, la disparition des niveaux de vie, la disparition des opportunités pour les enfants. Le capitalisme en Occident était sous tension. Permettez-moi de vous assurer que la montée en puissance de la combativité du mouvement ouvrier ici, dans ce pays, mené par les travailleurs des services parmi les moins bien payés, ne devrait surprendre personne. Le fait que la France, en tant que pays, soit paralysée par la revendication de ces classes ouvrières de ne pas voir les problèmes du capitalisme français être réglés sur leur dos en leur retirant les pensions pour lesquelles elles ont déjà cotisé. Ou les Allemands qui, le mois dernier, ont paralysé le système de transport de leur pays
pour protester contre l'inflation qui attaque la classe ouvrière, et j'y reviendrai, nous avons assisté à un passage de l'expansion néolibérale mondialisée à son contraire. La rétractation, les pays qui se battent les uns contre les autres. Les États-Unis se refermant, entravant les interactions avec la Chine. Le nationalisme économique a remplacé la mondialisation néolibérale. L'Europe est prise entre essayer de comprendre ce qu'il faut faire. Les États-Unis devraient-ils continuer à faire le sale boulot politiquement, comme en Ukraine, où l'avenir de l'Europe est immédiatement? Cette question se débat en Europe, même si les médias de ce pays font semblant du contraire. Et puis, il y a l'isolement des États-Unis. Il est important de comprendre cela, ce qui nous amène en transition à un autre des 4 facteurs, outre le passage de la mondialisation néolibérale au nationalisme économique. Nous assistons également à la fin d'un siècle où l'on nous a dit, et où beaucoup d'entre nous ont cru, que la grande lutte était celle entre le secteur public en tant que propriétaire exploitant des entreprises qui produisent des biens et des services. On nous a dit que c'était la lutte entre le capitalisme et le socialisme et nous avons appris que c'était une terrible erreur. Le capitalisme est une forme privée et une forme étatique, tout comme l'esclavage, tout comme le féodalisme. Pendant l'esclavage dans le monde entier, y avait-il des esclavagistes privés, des maîtres qui étaient des particuliers dirigeants d'une entreprise d'immigrés des esclaves? Oui. Y avait-il des gouvernements qui avaient exploité des entreprises d'esclaves? Oui. Personne ne pense que ce n'était pas de l'esclavage parce que l'État le faisait aux côtés du secteur privé. Idem pour le féodalisme. Nous avions des seigneurs féodaux d'État avec des serfs et des seigneurs privés avec des serfs. Et devinez quoi? Il y a un schéma ici. On commence généralement avec seulement le privé, mais le privé se met dans le pétrin et fait appel à l'État. Et donc vous obtenez l'esclavage d'État aux côtés du privé. La même chose, vous obtenez le féodalisme d'État aux côtés du privé. Et devinez quoi, et lorsque le capitalisme privé a des problèmes, il fait appel à l'État. C'est pourquoi le président Trump a dû mener des guerres tarifaires et commerciales, et le président Biden fait fondamentalement la même chose. Vous faites appel à l'État, et l'État devient alors un facteur de plus en plus important. Nous assistons à la fin de la grande histoire du privé contre l'État parce qu'en fait, toutes les sociétés sont des combinaisons. Les States prennent de plus en plus de poids pour l'État. Les républicains s'en plaignent. Les démocrates le poussent, mais ils l'acceptent tous et ils comprennent tout ce qu'il faut le faire, même s'ils font des discours contraires le 4 juillet. Le meilleur exemple de l'hybride, la combinaison d'entreprises capitalistes privées et étatiques, est la République populaire de Chine. Par capitaliste, j'entends la relation entre l'employeur et l'employé, c'est la question. Le socialisme veut changer cette relation, la rendre plus collective, plus démocratique, plus une relation d'ego, pas une relation dominarchie, dominant-subordonné. Ce n'est pas ce que le capitalisme permet, ni dans sa forme privée, ni dans sa forme étatique. Ce que la Chine a montré, c'est qu'on peut obtenir un taux de croissance plus rapide avec l'hybride en comprenant ses particularités, qu'on ne peut le faire si tout est étatique comme la Russie soviétique, ou tout est privé, plus comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Ils sont donc devenus le modèle. Et les États-Unis dénoncent la Chine, alors qu'elle devient elle-même de plus en plus hybride. Si tu ne peux pas les niquer, tu finis par trahir à eux. Je pense que c'est une chose importante que nous devons comprendre. Que dans le nouvel ordre mondial, nous avons le nationalisme économique et un hybride de capitalisme d'employés-employeurs d'État et privés. Quels que soient les noms qu'ils se donnent, quels que soient leurs objectifs ultimes, ce sont les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Et cela signifie que nous devons également faire face à la réalité qu'une immense classe ouvrière mondiale est en train d'émerger, diminuant et souffrant en Occident, et se développant de manière explosive en Orient et dans les pays du Sud. Et cela va tout changer car les capitalistes occidentaux se replient sur eux-mêmes en s'inquiétant de la durée de leur survie. La puissance émergente du capitalisme de l'Est, le nationalisme qui les saisit, et l'hybride étatique privé qui est leur façon de faire face à l'avenir. Nous sommes arrivés à la fin de la première moitié. Dans la seconde moitié de ce programme, je vais parler des 2 autres facteurs clés, le déclin de l'Empire américain et les hôteliers. Quelle est la prochaine étape? Les 2 prochaines de ces 4 qualités déterminantes de la nouvelle économie mondiale ont à voir avec l'Empire américain. Et ici, la question doit être abordée franchement, bien que je comprenne et apprécie que cela soit difficile. La réalité est que l'Empire américain a atteint son apogée et est maintenant en déclin. Les données à ce sujet sont accablantes, tout comme la tendance urgente à le nier,
parmi les personnes qui trouvent cela effrayant, ce que je comprends, mais je vais vous donner quelques-uns des signes pour m'assurer que nous les comprenons tous. Jiva is coming repeated, et ça va grossir tranquille au fil du temps. Le minuscule pays d'Amérique centrale, le Honduras, a récemment décidé de mettre fin à ses relations diplomatiques avec l'île de Taïwan et de reconnaître la Chine continentale comme la Chine. Il y a environ 170 à 80 pays dans le monde, dont seulement une douzaine reconnaissent encore Taïwan comme une entité souveraine distincte. Une douzaine parmi lesquelles les États-Unis. Une douzaine, même le Honduras. Réfléchissez un instant à ce que cela suggère. Il y a eu ensuite l'annonce, il y a très peu de semaines, faite par un ministre chinois des Affaires étrangères souriant, qu'une réconciliation avait été réalisée entre deux ennemis traditionnels du Moyen-Orient, l'Iran d'une part et l'Arabie saoudite de l'autre. Des pays pratiquement en guerre, bien que par procuration souvent lisés dans les luttes sunnites contre chiites ou sunnites, ils allaient établir des ambassades dans leurs capitales respectives. Ils allaient déposer les armes de guerre et essayer de travailler ensemble pour une paix plus large dans un moyen déchiré par la guerre. Les États-Unis étaient absents. Ils ont essayé de construire la paix au Moyen-Orient, du moins c'est ce qu'on nous a dit, et n'ont pas pu le faire. Les Chinois, une nouvelle puissance émergente dans le monde, l'ont fait. L'importance et le symbolisme ne peuvent être niés que s'il est trop difficile d'affronter ce qui se passe. Et puis, il y a les erreurs dans la guerre en Ukraine. Permettez-moi de vous en énumérer plusieurs. Première erreur, que vous pouvez continuer à repousser les frontières de l'OTAN, une alliance de l'Occident traditionnellement opposée à l'Union soviétique, vous pouvez les pousser de plus en plus contre la Russie, voire à l'intérieur. Eh bien, vous ne pouvez pas. Vous allez avoir une réaction. Ce ne sera pas ce que vous pensiez que ce serait. Vous avez fait une erreur. La deuxième erreur a été d'imaginer que ce serait une guerre entre l'Ukraine aidée par l'Occident collectif et la Russie seule. Permettez-moi de vous rappeler à tous que la Russie est un pays dont le PIB est d'environ 25 billions de dollars. Les États-Unis et l'Europe occidentale, alliés contre la Russie avec l'Ukraine, ont un PIB combiné d'environ 30 000 milliards de dollars. Il 5 contre 32. Alors, ça va être facile. La Russie sera écrasée. Ce n'est pas arrivé. Ne va pas arriver. Nécessite beaucoup plus d'implications de l'Occident que ce qui avait été compris. Maintenant, aux alentours de 100 à 55 milliards de dollars, et ce n'est pas fini. Escalade après escalade, après ils sont le résultat promis. Il s'avère que la Russie a des amis très puissants qui l'aident à être un ennemi beaucoup plus important. Ce sont trop d'erreurs qui découlent d'une mentalité qui ne veut pas faire face au fait que le monde a changé. La grande majorité des pays du monde, en particulier ceux du Sud, ne sont pas particulièrement émus par les plaintes de l'Occident concernant la Russie. Ils ne prennent pas parti dans ce conflit au-delà d'un vote obligatoire et d'une déclaration obligatoire selon laquelle la paix serait préférable à la guerre. Les États-Unis ont été incapables de rassembler quoi que ce soit qui ressemble à un consensus mondial autour de leur position. Ce sont tous des signes du déclin de l'Empire, les défis au dollar américain en tant que monnaie mondiale. Le fait que l'Iran et l'Arabie saoudite fourniront les besoins énergétiques de la Chine dans un avenir indéfini à une échelle extraordinaire, modifiant à coup sûr l'équilibre du pouvoir des combustibles fossiles. La quatrième et dernière question concernant le nouvel ordre économique est différente car ce n'est pas un fait sur ce qui se passe. C'est une question. Que se passe-t-il ensuite? Et ce sont les questions qui seront les questions auxquelles nous essayons de répondre et comment nous essayons. Pas nous, je veux dire la race humaine. La façon dont nous essayons de répondre à ces questions façonnera l'avenir dans lequel nous vivons. Numéro 1, l'Empire américain en déclin sera-t-il remplacé par un empire chinois en expansion? C'est la question. Tout comme la question à la fin de l'Empire romain, grec, perse, ottoman ou britannique était de savoir quel empire reviendrait en suite, ou une autre question, la question sera-t-elle que nous créons au lieu d'un autre empire? Que la race humaine grandisse et dise nous n'avons pas besoin et nous ne voulons pas d'empire séquentiel. Ce dont nous avons besoin et ce que nous voulons, c'est un monde multinational et multipolaire. N'avons-nous pas vraiment besoin d'un monde dans lequel de nombreux pays différents, grands, petits, individuels, groupés, élaborent un arrangement viable pour tous sur cette planète avec ses limites et bien? C'est une grande question. Les mouvements écologiques s'efforcent de leur côté d'y répondre autour de la nature et de l'environnement. Mais les forces politiques, les forces nationales, les réalités économiques sont tout aussi importantes pour modifier et façonner les questions et que les pensées. La croissance économique de la Chine au cours des 40 dernières années, cet autre aspect de la mondialisation néolibérale
qui ne concernait pas seulement les capitalistes occidentaux qui gagnaient beaucoup d'argent en Orient, mais ce que cela signifierait pour les populations de l'Est et, par extension, du Sud. Nous réalisons maintenant l'énorme puissance économique des Chinois et des Indiens, et en effet de tous ces pays que nous appelons les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Un nouveau pôle puissant dans le développement mondial. Et la dernière question, et en fin de compte, la plus importante à laquelle nous répondrons et qui façonnera l'avenir que nous voyons dans la nouvelle économie mondiale. Et cette question est un BSP, le type de friction, de changements et de difficultés de cette phase de développement capitaliste, ce déplacement de ces anciens centres et la création de nouveaux centres embasés. Cela aura-t-il pour effet d'agiter, de mobiliser et d'éduquer une classe ouvrière mondiale en NB? Je termine par cela parce que je pense que c'est la chose la plus importante à vous laisser. Nous avons connu 40 ans de changements traumatisants dans le système capitaliste mondial. C'est ce que ce programme d'aujourd'hui a résumé ou essayé de faire. En cours de route, nous avons vraiment malmené les classes ouvrières du monde entier. En Chine, nous avons pris des centaines de millions de ruraux et les avons placés dans des villes côtières urbaines, transformant toute leur vie. Bien sûr, il va y avoir un traumatisme, un bouleversement, une reconfiguration des modes de vie et d'être. La classe ouvrière chinoise traverse en quelques décennies une transformation qui a pris des siècles européens. Oui, cela va agiter votre classe ouvrière, mais regardez aussi les États-Unis et l'Europe occidentale. Au cours des 40 dernières années, la classe moyenne a été détruite. Les écarts se sont grave creusés. De minuscules groupes de 400-620% de personnes super riches et une masse de gens qui ont de plus en plus de difficultés. Et puis, en plus de cela, un crash économique en 2020, une pandémie mondiale qui a eu des effets horribles, puis une inflation, et maintenant une hausse des taux d'intérêt. Tout cela entassé dans une courte période historique. Bien sûr, les Français sont dans la rue. Ils sont toujours parmi les premiers à y aller. Et les travailleurs allemands et les femmes l'Iran, et remplissaient le vide. Il y en a beaucoup d'autres, et la combativité du mouvement syndical redécouverte dans ce pays. La question est de savoir si cette agitation de la classe ouvrière se figera dans sa propre notion de l'avenir. Car si c'est le cas, elle sera en mesure non seulement de remodeler l'économie mondiale telle qu'elle émerge, mais elle pourrait être en mesure de réaliser enfin son rêve d'un système économique qui ne plaise pas un petit nombre de personnes au sommet. Prenant toutes les décisions, amassant la richesse et façonnant l'économie mondiale à leur guise, cela pourrait enfin signifier une économie mondiale façonnée selon le désir de ce que la plupart des gens qui y vivent préféreraient. Cela aussi est en perspective comme une possibilité. J'aime rappeler aux gens que, au cours des 30 dernières années, le taux de croissance annuel moyen du PIB américain a été d'environ 2,5 à 3 fois par an. Au cours de la même période, la croissance moyenne du PIB de la République populaire de Chine a été de 6 à 9 fois. C'est pourquoi les Chinois sont ce qu'ils sont maintenant. Si vous pouvez maintenir un différentiel comme celui-là pendant 30 ans, l'écart entre deux pays disparaît. Les États-Unis avaient mis en place une politique ou une autre pour tenter de ralentir les Chinois et d'accélérer les Américains parce qu'ils considéraient que c'était dans leur intérêt national, les républicains comme les démocrates. Cela n'a pas marché. Et leur décision maintenant de l'amplifier davantage en ajoutant une guerre tarifaire et une guerre commerciale. Cela manque de sens pour moi. Les BRICS sont trop importants. Ils peuvent tous commercer entre eux, ou ils peuvent dire au revoir aux États-Unis. C'est presque comme si j'étais cru dans mon humour, je dirais que les États-Unis se précipitent maintenant, mais c'est trop peu et trop tard. Vous avez attendu trop longtemps. Et voici l'ironie que vous apprécierez. Les entreprises capitalistes occidentales étaient si désireuses de faire des profits en allant en Chine parce que les salaires étaient tellement plus bas, parce que la Chine avait le marché à la croissance la plus rapide. Et chaque entrepreneur qui allait à l'école de commerce où j'ai enseigné dans ma vie a été enseigné dans mes cours, comme les cours de mes collègues. Si vous voulez réussir en affaires, vous allez là où les salaires sont bas et où le marché est en croissance. Au cours des 20 dernières années, la Chine a été le premier pays où ces choses étaient vraies. Et donc les capitalistes y sont allés et ont contribué à construire l'économie chinoise qu'ils reconnaissent maintenant comme un énorme danger pour eux. Je vais enlever le Canada aux Canadiens. Qu'est-ce que vous êtes, croyant? Voici une merveilleuse ironie hégélienne. Sortant de la Seconde Guerre mondiale, vous coupez la source de revenus et maintenant vous dites une BSP, mais vous ne pouvez plus rien exporter vers l'Amérique parce que nous avons un tarif douanier contre vous et beaucoup de gens ne vont pas acheter un sac de café
à se maintenir dans le fond parce qu'ils se tourneront vers le thé. Et après, que va faire le Mexican BSP? Où est le Mexican BSP? Au Canada, c'est différent. Le Canada nous vend du bois d'œuvre. Nous allons mettre un dossier qu'on aime BSP au fond. Vous savez quoi est un BSP? Personne ne peut se permettre de construire des maisons en Amérique maintenant. Ajoutez 25% BSP au coût du bois d'œuvre en BSP. Dites-lui au revoir. Et les loyers vont faire quoi en BSP? La moitié de ce pays utilise l'électricité du Canada, le Midwest, qui apporte l'électricité canadienne parce que le Canada a du pétrole, du gaz et peut générer en masse qu'il va faire le Canada de son bois d'œuvre, de son eau, je sais. Il y a un endroit qui achètera toute l'électricité et tout le bois d'œuvre. Cela s'appelle la République populaire de Chine. Avoir un véritable concurrent pour la première fois signifie que tout le monde a des options qu'il n'avait jamais eues auparavant. Donc, vous, le véritable effet des politiques de Airbnb Trump, et je n'ai même pas examiné l'impact sur la Chine ou l'impact sur l'Europe, et il leur impose également des tarifs douaniers. Vous pourriez avoir une concaténation d'événements dans lesquels, quand il devrait, la stratégie irréfléchie de Airbnb Trump ne tient pas encore compte du fait qu'il existe un autre concurrent qui peut l'acheter si vous ne le faites pas, qui peut vendre si vous ne le faites pas. Vous n'êtes plus que vous étiez. Dans la seconde moitié du 27e siècle, tout cela avait une sorte de sens. Les États-Unis disent sauter et tout le monde demande à quelle hauteur. Qui n'oserait payer un BMSP? C'est fini. Nous arrêtons déjà des personnes dont le crime semble avoir été de participer à des activités anti-Israël ou pro-palestiniennes dans diverses universités. Les universités cèdent, donnent les noms à la police, encouragent tout le processus, Colombie, au-delà des mots. D'accord. Ce sont des signes, et je pense qu'il est aussi inapproprié d'assimiler Hitler à Trump, qu'il ne laisse pas voir que Trump subit des pressions très similaires et fait des mouvements similaires. C'est autant qu'il est raisonnable de dire, mais il est déraisonnable de le nier. J'ai dit, j'aimerais que ce ne soit pas le cas. Le secrétaire d'État Rubio a prononcé un discours hier dans lequel il s'est vanté, il a précisé, je me vante, que 30 000 bombes étudiants étrangers, ce chiffre qu'il a donné, ont été expulsés des États-Unis, ont vu leurs visas annulés ou retirés. Il y avait des gens au milieu de leur doctorat qui étudiaient des sujets aussi révolutionnaires que vous savez, l'océanographie, etc. Mais il s'avère qu'ils ont écrit un article sur le génocide à Gaza ou quelque chose comme ça. Mon Dieu, c'est intéressant. Il est intéressant de constater que les personnes qui viennent ici et participent à une expression politique non violente, parfaitement légale, qui n'est une activité exclue par personne, sont maintenant aptes et que rien ne se passe. Très peu de gens parlent. Le Parti démocrate n'est même pas là. Le président Biden semble s'être volatilisé. Kamala Harris avec lui, vous savez. C'est pour moi, d'ailleurs, vous vous dirigez vers la plus grande crise que le Parti démocrate ait connue depuis longtemps. L'aile progressiste de ce parti, elle ne peut plus continuer longtemps comme elle l'a fait. Vous savez, il pourrait ne pas se remettre. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui m'ont contacté pour parler de nouveaux partis, de tiers partis. Je veux dire, vous savez, 16 heures du commun. Cela ne prouve ni ne garantit rien, mais c'est un phénomène intéressant qui découle de cette situation. Et même le Parti républicain pourrait ne pas être capable de le faire. Tu vois des sénateurs déjà à fond là-dessus, ils appellent comment ces trucs ça. Les signaux GATT commencent à se diviser au sein des républicains, car ceux qui considèrent cela comme un autre Watergate, et ils veulent se ranger du bon côté tôt, et ceux qui ne le veulent pas. Mais voici la chute. Ramenez-nous en arrière. Ce sont tous des signes d'un empire en déclin.